Que je me présente, je suis Vincent Jost, hein, donc c'est moi qui ai créé le site Cours et Concours pour aider les candidats à préparer leur concours, que ce soit le concours interne ou que ce soit le concours externe. Ici, on va aborder les deux concours internes, donc le CAPES interne et le CAPLP, donc interne, centré sur les spécialités suivantes, donc l'histoire-géographie pour le CAPES, les lettres-histoire pour le CAPLP. Alors, cela étant, les informations qui seront données aujourd'hui peuvent s'adresser à tout le monde. Hein, donc, même si vous ne préparez pas spécifiquement ces deux concours-là, vous pourrez toujours piocher des idées pour vous aider justement dans la préparation à votre concours. Donc, on est parti pour à peu près une 20-25 minutes de présentation, d'explication, d'information, de conseils, et je garderai une dizaine, une quinzaine de minutes pour répondre aux questions éventuelles ou aux remarques éventuelles que vous auriez donc à partir du moment où on aura fait le tour justement de cette présentation de la préparation donc à l'oral ou aux oraux, puisque pour le CAPLP, donc il y a 2 oraux, un en français et un en histoire-géographie, mais ça j'y reviendrai. Alors, là. Alors, avant de rentrer dans le détail, donc ce webinaire donc, fait partie d'une série de 3, et suivant le concours que vous allez présenter, vous pouvez être intéressé éventuellement par l'un ou l'autre. Alors, le premier webinaire, donc celui de ce soir, donc, présente justement la manière de se préparer à l'oral ou aux oraux donc, du concours, alors que les résultats ne sont pas encore connus. Hein, vous avez postuler en envoyant donc une reconnaissance des acquis de l'expérience que vous avez eue professionnelle. Les résultats seront donnés d'ici peu, d'ici une quinzaine de jours, mais on peut profiter, en attendant ces résultats, justement pour poser un certain nombre de repères, et c'est ce qu'on va faire donc ici. Il y aura un deuxième webinaire qui sera cette fois-ci centré sur l'oral du CAPES interne, parce qu'il est très spécifique au niveau donc, du corpus de documents qui est donné et dans la démarche qui est attendue chez les candidats. Donc là, c'est une approche qui est très, très rigoureuse. Il vaut mieux en connaître les différentes étapes. Donc plutôt que de le développer ce soir, donc, je l'aborderai dans un autre webinaire qui aura lieu d'ici quelques jours. Vous serez informé par mail. Un troisième webinaire qui présentera, qui sera centré cette fois-ci sur les 2 oraux du CAPLP interne, puisqu'en fait, vous êtes évalué dans 2 matières, je vais dire 3, bon, surtout 2 à l'oral, donc une épreuve en lettres et une épreuve en histoire ou géographie, suivant ce que vous avez présenté dans la RAEP. Cela étant, quel que soit le CAPES ou le CAPLP, la démarche est à chaque fois la même, c'est-à-dire les attentes au niveau des jurys sont les mêmes, le déroulé des épreuves sont les mêmes, la seule chose qui change, c'est évidemment la quantité d'informations ou le support qui est donné, mais les étapes sont les mêmes. Donc ça, on va en reparler. Donc, plusieurs webinaires. Ce soir, on entame donc le premier, celui donc qui va présenter les différentes étapes de la préparation de l'oral et la manière d'utiliser au mieux justement cette période en attendant l'annonce des résultats. Alors, on abordera d'abord le calendrier, puisque je vous disais que les résultats ne sont pas encore connus, ce sera dans une quinzaine de jours, donc on verra comment il est possible de s'appuyer sur le calendrier pour poser un certain nombre d'étapes et donc d'échéances. On verra comment organiser son temps, notamment dans la première période, c'est-à-dire entre maintenant et l'annonce des résultats début février. Ensuite, dans une troisième partie, on se posera la question de savoir quoi réviser, sachant que, en attendant les résultats, on espère évidemment tous que vous serez admissible, mais bon, en attendant, on n'ose pas trop se lancer dans des révisions, dans un travail de fond, mais on peut quand même commencer à poser certains jalons, à poser certains repères, et c'est extrêmement important parce que c'est autant de temps gagné pour après, parce que le temps s'accélère et l'angoisse n'est pas du tout la même. Quatrième point qu'on abordera, c'est l'évaluation des besoins de chacun. En effet, le concours, quel qu'il soit, vérifie en fait votre capacité à enseigner un certain nombre d'éléments face à un public donné,
pour lequel on attend des compétences, on attend des connaissances, on attend une attitude. On peut regrouper ça dans les appellations, le savoir, savoir-faire, savoir-être. Et il est très important, avant de se lancer dans des révisions de fond et peut-être beaucoup plus assidues qu'on pourrait le faire à l'heure actuelle, de savoir ce qu'il est important de revoir ou d'approfondir ou de confirmer. Parce que le jury va vous évaluer sur tout ce qui est attendu. Donc, il vaut mieux savoir quels sont les points forts que l'on maîtrise, que l'on a, quels sont aussi les points faibles. Et, dans la mesure du possible, de quelle manière est-ce que l'on peut justement remédier à ces points faibles après les avoir définis. Donc, ça sera la 4e partie qu'on abordera tout à l'heure. Enfin, une 5e dernière partie, comme je vous l'annonçais précédemment, donc sera réservée à un temps de questions ou de remarques éventuelles par rapport à vos cas particuliers. Alors, si on prend le calendrier, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier. Les résultats donc, sont annoncés les 8 et 9 février donc, pour le 8 février pour le CAPES et le 9 février pour le CAPLP. Ensuite, voilà, ensuite les oraux arrivent, ou pardon, l'oral, s'il n'y a qu'une épreuve au CAPES interne, l'oral du CAPES interne donc, arrive très vite, puisqu'il a lieu dès le 1er et le 6 mars. Les résultats sont connus dans la foulée, quelques jours après, c'est très rapide. Et les oraux du CAPLP, eux, auront lieu donc fin avril. Donc là, on n'est pas dans la même urgence, on n'est pas dans la même priorité. Autrement dit, entre maintenant et l'annonce des résultats, on a à peu près 2 semaines. Et ces 2 semaines, il va être possible de les occuper sans stresser, sans se prendre la tête, mais de manière efficace dans le but de ne rien oublier par la suite. Une fois que ces résultats sont donnés, là pour l'oral du CAPES, il y aura une période d'à peu près 3 semaines, un peu plus éventuellement par rapport à la date à laquelle vous serez convoqué pour présenter votre oral. Mais en gros, on peut compter sur 3 semaines. 3 semaines, ça passe très vite. Ça passe très vite, d'autant plus que si l'on calcule de la manière suivante et si l'on estime pouvoir travailler, là aussi ça dépend des emplois du temps de chacun, un dossier sur une semaine, sur 3 semaines, vous allez en travailler 3. On peut peut-être pousser éventuellement le travail sur un travail plus de fond, donc travailler, envisager 2 dossiers d'entraînement par semaine. Donc là, ça vous en fait 6. Mais honnêtement, je peux vous dire par expérience que 2 dossiers par semaine, il faut l'énergie, il faut une organisation et il faut la motivation. C'est faisable, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc là, pour l'oral du CAPES, on sera, à partir du 8 février, on sera vraiment un petit peu dans l'urgence. Donc tout ce que l'on peut faire avant, c'est autant de temps gagné, pour justement un petit peu ce sprint qui aura lieu à partir du début février. Pour les oraux du CAPLP, donc là, la temporalité n'est pas la même puisqu'on a un délai de 10 semaines. Et donc, sur ces 10 semaines, forcément, on a plus de temps, plus de recul, mais attention, il y a aussi 2 épreuves. Et ça, il ne faut pas le négliger parce que chacune des 2 épreuves a ses compétences et ses attentes qui lui sont propres. Et évidemment, si on maîtrise bien les 2 épreuves, c'est mieux que d'être très bon sur une et puis un peu plus chancelant sur la première. Donc, 3 semaines pour préparer l'oral du CAPES interne, 10 semaines ensuite pour préparer les oraux du CAPLP. Donc, on a le temps, mais attention, le temps file très vite. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est tous dans une situation d'attente, on croise les doigts, on espère, on est motivé par un résultat positif, ce que je souhaite évidemment à tout le monde. J'ai connu beaucoup de candidats qui étaient dans cette situation, mais on sent que progressivement, il y a le stress qui monte. Et on se pose des questions. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur dans telle partie de mon RAEP? Chacun en vient à douter parfois un petit peu de ses compétences ou de ses capacités, vient un petit peu aussi à douter de sa réussite. Parce que le RAEP a été envoyé donc fin novembre. Depuis fin novembre, vous êtes passé à d'autres choses. Et là, d'un seul coup, on revient justement dans une situation où on vous rappelle que vous avez envoyé ça fin novembre. Maintenant, on va vous donner les résultats. Donc,
un petit peu toutes ces questions qui ont été mises sous le tapis pendant cette période depuis fin novembre commencent à ressurgir avec beaucoup d'interrogations qui peuvent éventuellement déboucher, alors bon, sur du stress peut-être pas forcément très important, mais qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette date des 8 et 9 février. Alors évidemment, suivant le résultat, ça peut être une démotivation, un découragement par rapport à l'effort ou par rapport aux espoirs qui étaient fournis et attendus. Hein. Ça, c'est normal, c'est un concours, hein. On espère tous réussir un concours, mais un concours, c'est d'abord et avant tout une sélection, c'est un tri, c'est pas autre chose. Donc la RAEP procède à un premier tri, l'oral ou les oraux procèdent à un second tri, et donc à partir de là, ben, forcément, les candidats qui restent sont ceux qui ont passé à travers le tamis. Par contre, pour ceux qui, évidemment, seront admissibles, eh bien là, évidemment, il y aura une tension d'autant plus importante que le délai est court, je pense, aux candidats qui présenteront l'oral du CAPES interne, qui peut déboucher à un moment donné sur une panique, notamment plus on avance dans un entraînement et plus on en vient à un moment donné à se poser des questions, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tout, ce qui est normal, c'est normal. Hein. En histoire, géographie, en lettres, etc. On découvre tout le temps. On en vient aussi à se poser des questions, mais est-ce que je serais capable de dire la même chose le jour de l'oral? On en vient à se poser des questions, mais si le jury me pose telle question, je réponds quoi? Donc là, il y a une tension donc, qui est positive, c'est bien, il faut une tension. S'il n'y a pas de tension, ben, évidemment, la motivation, à un moment donné, elle finit par s'effondrer et le travail fourni n'est plus du tout efficace. Mais si cette tension débouche sur de la panique, eh bien à ce moment-là, ça va poser d'autres soucis qui peuvent déboucher donc à ce moment-là sur du stress, hein, sur une panique qui peut, si le taux est excessif, évidemment devenir pénalisant. Le stress est nécessaire, mais à trop forte dose, il est pénalisant. Donc voilà, un petit peu le calendrier pour la période qui vient. On a 2 semaines devant nous d'ici les 8 et 9 février pour connaître les résultats. À partir de ce moment-là, donc on entrera dans une dynamique, une temporalité différente, très intense pour ceux qui préparent et présentent le CAPES interne, différente pour ceux qui présentent les oraux du CAPLP, mais avec quand même une deuxième épreuve, et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, comment organiser son temps justement dans cette période qui va nous amener jusqu'au début février? Alors, après, ça dépend de chacun, mais certains d'entre vous sont peut-être vacataires et ont construit donc à ce moment-là leur RAEP par rapport à l'expérience vécue. D'autres sont peut-être ou occupent peut-être un poste qui n'est pas forcément dans l'éducation nationale, ou si elle l'est, ce n'est pas forcément un poste d'enseignant. Dans ce cas-là, la première obligation dans l'organisation du temps, c'est que vous êtes obligé de continuer l'activité que vous avez à l'heure actuelle. Alors, ceux qui sont vacataires, évidemment, ça leur permet déjà de s'entraîner à une posture qu'ils pourront réinvestir dans l'oral vis-à-vis de leurs élèves, vis-à-vis de la préparation des séquences, même si 15 jours, c'est quand même court. Pour ceux qui ont une activité professionnelle qui n'est pas forcément liée à l'enseignement, il va falloir à ce moment-là dégager du temps pour pouvoir justement commencer à planifier cette préparation de l'oral. Alors, se dégager du temps et de la place. Ça, ce sont les deux priorités que je conseille de mettre en place. Alors, se dégager du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre l'emploi du temps que vous avez les uns et les autres sur la semaine et de voir à quel moment vous pourriez rajouter ici 1 heure, ici une demi-heure, ici éventuellement une demi-journée, que vous pourriez consacrer justement à la préparation de l'oral ou des oraux. Ce temps doit impérativement apparaître quelque part dans un planning. Pour les élèves, on leur donne bien un emploi du temps. Avec tel jour, telle heure, vous avez le français. Tel jour, telle heure, vous avez l'histoire géo, etc. Là, c'est pareil. Il faut que vous arriviez à placer dans vos obligations hebdomadaires ou quotidiennes un moment consacré justement à la préparation de l'oral. Que ce soit dans cette première période, que ce soit dans la période plus intense, ce sera la période 2, à partir du moment où les résultats seront connus. Se préparer également une place. Le conseil que je donne, c'est, dans la mesure du possible, d'avoir un coin à soi, d'avoir un bureau à soi, si on peut l'avoir, sinon on peut prendre une autre table, on peut prendre un autre support, mais toujours travailler sur ce même support, parce qu'on va y prendre des habitudes, parce qu'on va s'habituer tout doucement
à entrer dans une préparation associée à un temps et associée à un espace. Le jour où vous serez donc dans la salle de préparation donc pour votre oral ou vos oraux, vous serez tout simplement assis à une table. Vous aurez du papier, vous aurez un peu de matériel avec vous. Donc, si vous pouvez vous organiser une place de cette manière-là, c'est très bien parce que vous allez retrouver la même le jour de votre préparation. Et toutes les idées, toutes les projections, toute la motivation que vous aviez pendant le temps de préparation, eh bien, vous le retrouverez le jour de l'oral parce que vous vous retrouverez, vous serez dans la même posture, vous serez dans la même situation. Un petit peu plus de stress avec, mais ça, c'est normal et c'est aussi une bonne chose. Planifier sa préparation post-résultat, c'est-à-dire planifier sa préparation après les résultats de février. Alors, on part évidemment du principe que les résultats sont positifs, sinon on entre dans un autre cas de figure. Et la question qui va se poser à vous, c'est de savoir préparer. Je prépare mon oral. Mais préparer mon oral, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, est-ce que je travaille sur des sujets? Si oui, combien est-ce que je peux en travailler par semaine? Où est-ce que je vais trouver des sujets? À qui je vais les présenter? Est-ce que mon déroulé correspond bien à ce qui est attendu le jour de la présentation, la prestation, en fait, l'exposé qui est fait par le candidat et la candidate? Est-ce que j'ai besoin de revenir sur des points de connaissance, on va dire, scientifiques, didactiques, pédagogiques, etc. Est-ce que j'ai besoin de revoir des connaissances autres par rapport à ce corpus ou ce document qui m'est donné? Donc tout ça, il faut tout doucement, pas forcément noter des dates, etc., mais au moins se poser la question de savoir ce que vous allez pouvoir travailler et dans quelle mesure vous allez pouvoir le faire sur le temps qui est imparti. CAPES interne, c'est 3 semaines. CAPLP, vous avez 10 semaines. Donc, est-ce qu'on peut envisager pour le CAPLP, par exemple, un sujet de lettres et un sujet d'histoire ou de géographie par semaine? Ou est-ce qu'il vaut mieux alterner une semaine sur 2? Donc ça, posez-vous déjà la question. Il y a des éléments de réponse, mais je ne vais pas les aborder là. Je préfère en parler, alors, soit dans les questions tout à l'heure ou à l'occasion des autres webinaires. Alors, quoi réviser? Alors, moi, je conseille déjà de réviser et de se remettre en tête les attendus de l'oral. Parce qu'entre les discussions que l'on peut avoir entre collègues, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais anciens combattants des concours qui sont déjà allés à l'oral, on a parfois des versions un petit peu différentes. Donc, bien aller voir sur le site de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, le rappel des épreuves orales ou des conditions des attendus de l'oral, et relire également le rapport du jury. Le rapport du jury est très intéressant parce qu'il fait des remarques, évidemment, il dresse un bilan, mais il donne aussi un certain nombre de conseils. Ces conseils sont très intéressants. Dans le rapport du jury, vous pouvez toujours lire les présentations modèles qui sont faites pour lesquelles on a eu des résultats faramineux. Certaines années, il y a du 20 sur 20. Vous pouvez les lire, mais attention, parce que parfois, ça peut être un peu démoralisant en se disant « Ah ouais, quand même, ah ouais, non, moi, j'aurais pas dit ça. Si je tombe sur cette question-là, non, je suis foutu, je n'aurais pas dire ça. » Donc, ce sont des points de repère. Le jour de votre prestation, ça sera le jour de votre prestation. Il n'y aura pas de comparaison possible avec les autres. Donc, se comparer par rapport à d'autres, ça double tranchant. Moi, je conseille de relire les attendus, de relire le rapport du jury dans la partie bilan, conseils qui sont donnés, et après de faire la part des choses concernant les exemples qui sont donnés. Relire également les programmes. Parce que je vous rappelle quand même qu'une fois reçu, au mois de septembre, vous êtes en poste. Vous êtes en poste face à des élèves. Vous serez interrogé aussi sur les programmes dans leur ensemble par rapport à la filière secondaire ou filière professionnelle dans laquelle vous serez amené à enseigner. Mais on vous demandera aussi de mettre en œuvre un document ou un corpus de documents en rapport avec un programme. Donc, soit ce programme, c'est vous qui le proposez dans le cadre du CAPLP, soit ce programme, il vous est imposé. Notamment pour le CAPES interne, voilà, vous enseignerez, vous préparez une séquence pour telle classe de 4e, par exemple, voilà, enseigner telle chose en classe de 4e. Donc, les programmes sont à connaître. Même si vous les avez travaillés, il faut quand même se replonger dedans et ne pas hésiter à jeter un œil, ne serait-ce déjà pour savoir qu'ils existent, sur les programmes des questions qui ne sont pas au concours.
Je pense notamment au CAPES interne, où là, vous ne serez pas interrogé sur l'option HGGSP, mais vous êtes censé la connaître. Donc, vous pourriez très bien avoir, dans le cadre d'une discussion avec le jury, quelques questions portant justement sur d'autres points du programme. Le jury veut savoir si vous les connaissez déjà, même si vous ne les enseignerez pas forcément la première année, et si vous êtes capable de faire éventuellement des transferts ou des adaptations d'un sujet sur une autre partie du programme. Donc, on rejette un coup d'œil là-dessus. Revoir également le système éducatif. Système éducatif, on vous demande de connaître la hiérarchie de l'établissement dans lequel vous enseignez, les responsabilités des uns et des autres, savoir quelle est la place du professeur dans ce système éducatif, qui sont les intervenants, quel est le rôle des parents, est-ce qu'ils en ont un, etc., etc. Cet aspect-là est en train de devenir de plus en plus important, on le voit malheureusement avec tous les événements malheureux, je pense à Samuel Paty, où là, le système éducatif devient un enjeu de société, et donc le ministère, en recrutant les futurs enseignants, eh bien, veut justement s'assurer que les enseignants qui auront des élèves en phase 2 à partir de la rentrée suivante, à partir du mois de septembre, sont des enseignants certes compétents dans leur domaine et leurs matières respectives, mais sont également des enseignants qui connaissent leur place, qui connaissent leurs droits, mais aussi leurs obligations dans le cadre de ce système éducatif. Et là, on peut s'attendre de la part des membres du jury à des questions sur ce domaine-là. Il y en a d'autres, mais notamment celui-là. Alors, autre point, c'est faire le point sur ses besoins. C'est-à-dire que présenter un oral ou des oraux, c'est déjà connaître le déroulé de l'épreuve. Qu'est-ce que je dois faire le jour de l'oral? Je vais recevoir un ou plusieurs documents. Qu'est-ce que l'on attend de moi? Alors parfois, le déroulé de l'épreuve est guidé par des questions. Je pense au CAPES interne, où là, vous avez 3 questions, vous y répondez, c'est tout, pas chercher plus loin, mais il faut maîtriser le temps. Pour le CAPLP, c'est plus délicat, on vous donne des documents, et puis après, en gros, débrouillez-vous avec. Vous faites un choix, mais ensuite, vous devez rentrer dans un déroulé de l'épreuve, et qui est le même finalement pour tout le monde. Il s'agit déjà de présenter les documents, la situation, le contexte, etc. Ensuite, de procéder à une analyse scientifique de type universitaire la plus pointue possible, évidemment dans un temps limité, pas plus de 10 minutes, on ne peut pas aller très très loin, et après de transposer ce ou ces documents dans le cadre d'une séquence d'enseignement, en français, en histoire ou en géographie. Donc, ce déroulé de l'épreuve, il est le même pour tout le monde, et chaque étape prend à peu près une dizaine de minutes. Donc, il faut connaître ce déroulé, il faut intégrer ce déroulé de l'épreuve, et il faut qu'il devienne presque une seconde nature. Il faut créer des automatismes. Donc, si vous ne les avez pas encore, je vous encourage à aller relire donc, le rapport du jury de 2019, où là, on rappelle bien justement les différentes étapes et ce qui est attendu de la part du candidat à l'occasion de chacune de ces étapes. Faire le point également sur ses connaissances. Ces connaissances, c'est le savoir, tout simplement. J'ai des connaissances en histoire, j'ai des connaissances en géographie, j'ai des connaissances en lettres, j'ai des connaissances dans d'autres domaines que je peux éventuellement réinvestir, même si parfois ce n'est pas toujours pertinent, il faut faire attention. Ces connaissances, est-ce que je maîtrise bien l'ensemble des connaissances, pas forcément toutes dans le détail et de manière très précise, mais est-ce que j'ai au moins une idée de l'ensemble des connaissances, des notions, des concepts, du vocabulaire, des éventuellement questions propres à la matière? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les maîtrise? Si oui, dans quelle mesure? Donc ça, c'est le savoir. Mais également l'analyse. Et là, on est plus dans une approche méthodologique. Est-ce que je connais la démarche de l'analyse d'un corpus de documents? Est-ce que je connais la démarche de l'analyse d'un document, qu'il soit, je pense au CAPLP, qu'il soit en lettres, ou qu'il soit, enfin en français, ou lettres, pareil, quasiment, ou qu'il soit en histoire ou en géographie. On n'analyse pas un texte d'histoire comme on analyse un texte de français ou de lettres. Les attentes ne sont pas les mêmes. On n'analyse pas une carte
comme on analyse un texte même d'histoire. Donc là, il y a toute une partie méthodologique qui est à vérifier pour savoir si on connaît bien les différentes étapes. Vérifier également les programmes d'enseignement, bon, ça on en avait déjà parlé tout à l'heure, mais surtout la capacité à transposer. Parce qu'en fait, ce que l'on attend des candidats, et l'oral est là pour le vérifier, hein, ça se fait en prise directe, c'est le candidat est-il capable de transposer un savoir, on va dire, de type universitaire à un public donné, donc dans le secondaire ou dans les filières professionnelles, en posant des objectifs permettant de construire une progression, le tout entrant dans les obligations imposées par le programme et par le bulletin officiel. Donc, l'oral ou les oraux cherchent à vérifier ses compétences chez le candidat. Comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes des techniciens et techniciennes de la transmission du savoir. Vous savez beaucoup de choses, c'est très bien, mais est-ce que vous savez les mettre en œuvre? Est-ce que vous savez les transmettre? Est-ce que vous savez les partager avec d'autres? Eh bien ça, c'est justement ce que cherche à vérifier l'oral à travers une mise en situation qui est une mise en situation réelle, même si à un moment donné, elle reste quand même théorique. Ça, je le redévelopperai dans les webinaires consacrés au CAPES et au CAPLP. Faire le point également sur les questions du jury, sachant que les questions portent sur l'exposé que vous venez de procéder. Donc là, il y a une reprise qui est faite par les différents membres du jury. Question du jury portant sur l'autre matière, c'est-à-dire que si vous avez présenté par exemple un exposé sur l'histoire, on va vous interroger sur la géographie, voilà, parce que votre savoir doit être dans ces différentes matières. Éventuellement une dizaine de minutes au maximum sur la RAEP si les membres du jury ont des questions là-dessus, mais en général c'est rare, mais pas impossible, donc il vaut mieux l'avoir relu avant pour savoir ce qu'il y a dedans, hein, quand même. Éventuellement des questions de didactique, des questions pédagogiques, des questions sur le fonctionnement d'un établissement scolaire, sur le rôle d'un inspecteur, etc., etc. Donc, est-ce que vous êtes au point sur justement ces différentes questions ou est-ce que vous avez besoin, par contre, de les travailler ou de les retravailler? Et si oui, éventuellement, quel aspect ou quels aspects? Et dernier élément, faire le point sur ses besoins. J'ai dit presque dire le meilleur pour la fin, hein, c'est la confiance en soi. Alors bon, confiance en soi, sincèrement, c'est un bien grand mot. Hein. Souvent, on a tendance à le dire, à constater chez les élèves. Oui, il manque de confiance en lui quand on voit les parents. Quand on s'adresse à l'élève, on a tendance à lui dire, mais écoute, prends confiance en toi. Bon, tout ça, c'est bien, mais sincèrement, ça ne veut pas dire grand-chose. Prendre confiance en soi, c'est d'abord et avant tout être capable de gérer son stress. Être capable de gérer son stress, c'est simplement gérer la peur que l'on a au fond de soi. Cette peur, ça peut être la peur d'un échec. Ça peut être la peur d'un échec parce qu'il y a un enjeu. Vous êtes aux portes, quand vous présentez l'oral, vous êtes aux portes d'être embauché. C'est un entretien d'embauche, hein, l'oral, c'est pas autre chose. Et si vous le gérez bien, dans 3 mois, ça y est, vous êtes enseignant. Gérer le stress, c'est gérer la peur d'être jugé, la peur d'être jugé avec le regard des autres en face. Est-ce que je ne suis pas en train de dire des bêtises? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et là, c'est un peu le petit enfant qui revient à la surface, même si on est adulte, il y a toujours ce petit enfant qui sommeille au fond de chacun, où on veut bien faire. Et le fait de vouloir bien faire, à un moment donné, ça entraîne une peur, cette peur entraîne un stress, etc. Donc, gérer le stress, c'est développer une confiance en soi, mais c'est en fait être capable de remplir les 4 points précédents que j'ai mis en avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous maîtrisez ces quatre éléments-là, le stress, vous allez voir, il va disparaître. Et ça sera d'autant plus pratique que le jour de l'oral, quand vous êtes vraiment penché, concentré sur votre épreuve, plus vous aurez d'automatisme en matière de gestion du temps, en matière de présentation, en matière d'analyse,
plus cela deviendra automatique et plus la peur de rater quelque chose disparaîtra. Donc, la gestion du stress, c'est un travail sur soi, c'est vrai, on pourra toujours en reparler, mais la gestion du stress, on peut la contourner en gérant tous les aspects techniques, scientifiques et toutes les connaissances qui peuvent être associées à ce qu'on attend d'un candidat le jour de l'oral. Donc voilà, ce que je présentais tout à l'heure en disant faire le point sur ses besoins, c'est le déroulé de l'épreuve, bien l'avoir en tête, faire le point sur ses connaissances, donc le savoir, et sur la méthodologie, donc c'est le savoir-faire. Les connaissances sur les programmes d'enseignement et la transposition pédagogique sous la forme d'une séquence qui doit répondre à une structure très précise, on aura l'occasion d'en parler. Et puis après, tout ce qui est le savoir-être face aux questions du jury. Est-ce que je suis capable de répondre à des questions qui ne sont pas malveillantes, mais qui cherchent à faire le tour un petit peu de ce que je suis capable d'être et de ce que je suis capable de présenter. Et cette confiance en soi, eh bien, évidemment, se travaille tout au long, justement, de cette préparation. Alors, 2 semaines entre maintenant et l'annonce des résultats, finalement, 2 semaines pour s'organiser, planifier le temps, se dégager un espace-temps de travail à soi dans lequel vous allez pouvoir y mettre les différentes activités dont vous avez besoin pour préparer l'oral et vous préparer mentalement, intellectuellement, psychologiquement à cette épreuve. Préparer ses affaires. Mine de rien, ça va être un peu comme une épreuve, une rentrée d'une certaine manière. Hein. Vous franchissez une étape en allant à l'oral. Il faut préparer ses affaires et mine de rien, préparer ses affaires, c'est un peu préparer son cartable. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? D'un stylo, j'ai besoin d'une pièce d'identité. J'ai besoin aussi, comme je suis obligé de me déplacer, de me préparer une petite valise avec différentes affaires. Donc, tout ça, il faut commencer à dresser la liste de tout ce dont on a besoin avant de partir et commencer déjà aussi à se renseigner sur les moyens de transport, sur les moyens de logement sur place, parce que l'oral, même s'il n'y a qu'une ou 2 épreuves, eh bien, se déroule quand même sur au moins 2 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on reste sur place. Donc, préparer ses affaires, c'est tout ça. C'est tout doucement se mettre en tête et commencer à dresser la liste de tout ce dont vous aurez besoin pour présenter l'oral dans la meilleure des conditions. Faire le point, donc 2 semaines pour faire le point sur ses connaissances et sur la méthodologie, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et 2 semaines pour commencer à canaliser un petit peu ce stress qui va commencer à monter doucement. Et la première étape qui peut se mettre en place au niveau de cette phase de tout doucement arriver vers une gestion du fait de déstresser, c'est déjà d'en prendre conscience. Prendre conscience à un moment donné, ah oui, j'ai une angoisse qui monte, essayer de percevoir comment elle s'exprime, essayer dans la mesure où on peut le faire de se poser la question, mais qu'est-ce qui me fait peur? Là, je suis assis chez moi, au chaud, à côté éventuellement d'un bon feu, je suis entouré de gens qui m'aiment, qui m'entourent, etc. À quoi correspond ma peur? Sans faire de la psychologie, sans faire de la psychanalyse, ce n'est pas le but, mais en prendre conscience, parce qu'à partir du moment où vous en prenez conscience, vous allez pouvoir justement, ça on en reparlera plus tard si vous voulez, vous allez pouvoir tout doucement travailler dessus et mettre en place des techniques qui permettront justement d'atténuer cette angoisse ou ces angoisses et de mettre en place des moyens. Alors peut-être pas de supprimer le stress, parce qu'il faut garder du stress. Ça, moi, je le sais par expérience. J'ai vécu un concours où j'étais tout sauf stressé. À tel point qu'au bout de 3 heures d'épreuve, je me suis demandé ce que je faisais là. J'avais presque envie de partir. Donc là, je me dis, c'est bien, j'aurais aimé avoir un petit peu peur avant parce que ça m'aurait au moins boosté un petit peu. Donc, sans tomber dans un extrême ou dans l'autre, comment faire en sorte que le stress soit un bon levier, mais un levier qui ne pénalise pas à partir du moment où il est là en train de nous manger, évidemment. Alors, pour récapituler un petit peu tout ça et vous dire ce que moi je peux vous proposer par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes. On est donc sur la première période, entre le 20 janvier, les 8 et 9 février, donc avec l'annonce des résultats. Moi, je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, de faire un bilan sur votre projet. Ce bilan, je le propose sous la forme d'un entretien. Cet entretien qui dure une trentaine de minutes et qui se fait par téléphone, c'est le moyen le plus pratique dans un premier temps. Entretien au cours duquel on abordera la matière que vous avez mis en avant dans votre RAEP et donc la matière sur laquelle vous serez interrogé
à l'oral et les éléments que vous aimeriez bien travailler, justement approfondir, développer, vous entraîner sur ces différents points si vous l'estimez être nécessaire. Donc, ce bilan de projet, donc d'une trentaine de minutes, pour ceux qui sont intéressés, il est gratuit, ça ne vous coûte rien, si ce n'est le fait de consacrer une demi-heure à faire le point, déjà prendre un rendez-vous, à faire le point par téléphone. Ça, c'est pour la première étape, en attendant les résultats des 8 et 9 février. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin, ce n'est pas un problème, mais disons que dans un premier temps, il y a déjà assez à faire. Dans un deuxième temps, moi, je propose, pour ceux qui sont intéressés, des entraînements directement sur des sujets qui correspondent exactement à ce qui est attendu au concours, c'est-à-dire pour les candidats au CAPES interne, un corpus de 5 documents, donc documents scientifiques, pédagogiques, etc., avec un extrait de manuel scolaire et une mise en œuvre à partir des 3 questions. Et pour le CAPLP, donc entraînement aussi bien en lettres qu'en histoire, qu'en géographie, à partir d'un document, sachant qu'à un moment donné, notamment pour les lettres, il peut y avoir un choix entre 2 documents qui se fait au moment du tirage au sort. Donc, ces entraînements se font alors soit à la demande, c'est-à-dire que vous souhaitez vous entraîner, je ne sais pas, sur un sujet de géographie, ben vous me le dites. Vous me dites également le chapitre sur lequel ou le thème sur lequel vous souhaiteriez un entraînement, soit ce dossier existe déjà et à ce moment-là, il peut être travaillé de suite, soit il n'existe pas et on construit très rapidement, en un jour ou deux, c'est fait, mais au moins ça permet de répondre à des demandes très précises. Par exemple, si vous avez présenté un corpus, une séquence sur le collège, vous aimeriez peut-être vous entraîner sur une séquence au niveau du lycée. Et donc, à ce moment-là, à voir dans quel niveau, seconde, première, terminale, etc. Donc, ça peut être discuté. Les entraînements portent sur des documents type concours, avec des mises en situation son propre concours. Et là, moi, je propose donc un déroulé en temps réel où une fois que vous avez travaillé votre document ou vos documents, votre corpus, et bien à ce moment-là, vous êtes mis en situation. On réserve un créneau horaire sur Zoom, comme on vient de le faire. Et là, tout simplement, vous me faites votre exposé en 30 minutes. Ensuite, c'est suivi de 30 minutes de questions que je vous pose sur les différents points à la fois de votre exposé et puis de tout ce qui l'entoure. Et après, donc, le reste du temps est consacré à un bilan et éventuellement à des conseils sous forme donc, de questions ciblées, de remédiation qui sont associées. Et en général, un entraînement, ça représente à peu près 2 heures, 2 heures de temps. Même si 2 heures sont pas utilisées dans leur totalité, je sais par expérience sur le concours de l'an dernier que les 2 heures, en général, sont bien remplies. Sachant qu'à ces 2 heures de déroulé et de bilan viennent s'ajouter le temps de préparation. Donc, ça veut dire qu'un entraînement, ça demande à peu près une demi-journée. Vous en sortez évidemment sur les genoux. Donc, travailler, vous entraînez sur 1 ou 2 entraînements par semaine, c'est envisageable, mais ça veut dire à ce moment-là que vous êtes organisé, vous avez une motivation dynamique, etc. Alors, les entraînements, évidemment, sont payants. Ça, je vous enverrai donc les tarifs pour ceux qui sont intéressés en fonction de l'option que vous choisissez. Soit vous choisissez juste un entraînement, soit vous choisissez un pack entraînement, soit vous choisissez un abonnement. Donc, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc, sur ce premier temps, moi, je vous offre le bilan du projet par rapport à vos situations individuelles, par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui sont intéressés, il y a la possibilité donc de s'entraîner directement sur des sujets de type concours et en situation, j'allais dire, réelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous êtes évalué sur votre prestation, pas sur autre chose. Le RAEP a déjà ouvert une première porte, mais votre prestation va ouvrir la deuxième porte. Et donc, cette demi-heure ou cette heure que vous allez passer devant le jury, plus vous vous entraînez, mieux vous le maîtrisez, plus vous serez à l'aise le jour de votre oral ou de vos oraux, et donc forcément, plus vous aurez de chance de votre côté pour justement vous placer en tête de liste par rapport aux autres candidats. Parce qu'en fait, il ne faut pas être bon, il faut être meilleur que les autres parce que c'est un classement. Seuls les premiers, évidemment, sont retenus par rapport au nombre de postes et la moyenne. Voilà. Alors maintenant, je suis ouvert aux questions éventuelles si vous en avez. Alors les questions, je vous propose de les passer par la discussion parce que ça permet de libérer de la bande passante et voilà,
de permettre à tout le monde éventuellement de poser les questions qu'il le souhaite. Alors là, j'ai une première question qui est de Marie, hein, Marie qui pose la question de savoir si toute cette approche de présentation et d'organisation avant justement les résultats n'est pas une approche un petit peu trop théorique. C'est-à-dire que, en fait, les résultats n'étant pas là, est-ce que ça sert franchement à quelque chose d'anticiper et de préparer en fait ce qui va suivre, sachant que les résultats, on ne connaît pas encore. Alors moi, j'ai envie de répondre la chose suivante, c'est que toute préparation demande du temps. Ce temps, on peut faire le choix de le consacrer une fois que l'on connaît les résultats, mais ça veut dire que c'est du temps qui va être pris sur cette deuxième étape, de deuxième période dans laquelle il vaut peut-être mieux se consacrer à ce moment-là sur un travail précis, sur des sujets, sur des compétences, etc. Et donc, tout ce qui peut être, là j'emploie un terme moderne, précis, tout ce qui peut être délocalisé avant, tout ce qui peut être anticipé avant justement cette deuxième phase, eh bien, je conseille de le placer justement avant. Tout ce qui est fait et n'est plus à faire. Vous aurez la même chose au niveau de votre préparation à l'oral, quand vous entraînerez sur des dossiers, sur des sujets. Tout ce que vous pouvez faire et qui peut anticiper des questions à l'oral, tout ce qui peut anticiper des éléments de présentation de votre exposé, vous pouvez aussi les anticiper et donc les préparer pendant cette deuxième phase. Donc, cette approche n'est-elle pas trop théorique? Non, elle n'est pas théorique parce qu'elle est pratique, parce qu'elle demande justement de dégager un espace-temps de travail dans lequel vous allez justement consacrer du temps ensuite pour préparer votre oral. Et vous allez en fait, de ce fait, vous allez anticiper des situations, ce qui est tout à fait bénéfique par rapport justement à cette préparation de la deuxième phase où là justement vous êtes dans une autre dynamique et vous avez d'autres choses à faire, de savoir comment vous allez organiser votre emploi du temps. Là, il faut au contraire rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus pragmatiques. Voilà, donc apparemment l'ensemble a été suffisamment clair, il n'y a pas d'autres... Ah si, une autre question. Je suis intéressé par les bilans et les entraînements. Quels sont les jours où est-ce que chacun vous donne ses disponibilités? Alors, donc deux questions. Quels sont les jours pour les entraînements et est-ce que chacun donne ses disponibilités? Alors, en fait, les jours pour les entraînements sont à choisir selon vos disponibilités à chacun et chacune d'entre vous. Et ces disponibilités sont à prendre dans un agenda qui est disponible depuis le site. Je vous enverrai d'ailleurs les liens je vous enverrai donc après d'ailleurs ce webinaire, donc je vous enverrai un bilan un peu de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été échangé. Et là, je vous donnerai donc les liens où vous pourrez justement réserver des créneaux horaires pour faire à la fois le bilan et les entraînements. Donc, c'est vous en fait qui choisirez. Si les créneaux horaires ne vous conviennent pas, à ce moment-là, on verra comment en poser d'autres en dehors des temps qui sont disponibles. Le but étant que vous puissiez vous entraîner. Parce que moi, je me rends compte avec l'expérience que c'est l'entraînement qui, à un moment donné, fait la différence. Mais un entraînement, on va dire concret, pas théorique devant une feuille de papier, ce qui est indispensable aussi, mais le fait de devoir dérouler quelque chose, de formuler quelque chose à voix haute, c'est beaucoup plus difficile et ça demande une expérience par rapport à ce qu'on serait amené à faire tout simplement de manière théorique. Voilà, donc tout ça vous sera envoyé avec les liens où là, vous choisirez donc les créneaux qui vous intéressent par rapport à ceux qui sont disponibles. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste conclure sur ce webinaire, donc un rapide bilan. Donc, vous trouverez sur le site les liens dont vous aurez besoin justement pour les différents repères qui vous sont nécessaires au niveau des éléments à préparer
des programmes à revoir, des déroulés, etc., des épreuves, des rapports de jury, etc., etc. Vous trouverez également comment dire, le lien vers les différents webinaires, notamment le prochain webinaire qui portera sur l'oral du CAPES interne et sur le suivant qui portera sur l'oral du CAPLP interne, parce que ce sont deux oraux donc, avec des épreuves bien particulières, donc je préférais les séparer pour les aborder de manière individuelle. Voilà. Pour les rendez-vous, vous pouvez aller voir dans un premier temps sur la page donc, du CAPLP interne et du CAPES interne en cliquant sur le bouton Mon projet. Et là, vous aurez des créneaux de 30 minutes où là, il est possible de réserver. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Réserver justement un créneau de 30 minutes pour faire le point sur votre situation, ce dont vous aurez besoin. Mais de toute façon, je vous renvoie l'ensemble par mail, comme ça vous aurez une trace écrite qui fera le bilan de tout ce qu'on a abordé. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre participation également. Et puis, je me tiens à votre disposition pour les questions éventuelles par mail ou par rendez-vous. Et puis, je vous souhaite bon courage et, je vais dire, bonne chance. Non, vous êtes déjà de futurs bons collègues, donc il n'y a pas de souci, vous réussirez, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bonne soirée à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire ou alors par téléphone à l'occasion d'un échange directement. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.